Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 9, le papyrus X de Leyde. Il s'agit d'un morceau de papyrus enterré avec un homme à Thèbes, l'ancienne capitale de l'Égypte, vers 250 après Jésus-Christ. Mais ce qui rend cette découverte très mystérieuse, c'est que l'homme était accompagné d'une multitude de documents, tous écrits par le même scribe. Et au XIXe siècle, un aventurier nommé Jean d'Anastasie a mis la main sur ce papyrus et l'a vendu, ainsi que de nombreux autres au gouvernement néerlandais. Ces précieux rouleaux et textes anciens ont été confiés à l'université de Leyde pour être préservés, et chaque papyrus de cette collection a reçu une lettre de l'alphabet pour être classé. Et en 1885, certains de ces papyrus ont été traduits en latin et rendus publics. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est le contenu du papyrus X. Ce morceau de papyrus enterré avec un homme au hasard à Thèbes comporte 20 pages au total. Et devinez quoi? Il contient environ 111 recettes. Mais ce n'est pas vraiment un livre de recettes d'une mamie. Ces recettes sont destinées à extraire ou à contrefaire des métaux précieux, cependant, elles sont extrêmement vagues et rédigées avec des abréviations et sans véritable instruction à suivre. Pourtant, chaque recette donne des indications approximatives sur la façon de créer de l'or, de l'argent, de la teinture pourpre, qui était d'ailleurs bien plus chère que l'or à l'époque, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle était portée par les empereurs romains, ainsi que différentes encres, et ce, en se servant de principes alchimiques. Imaginez un peu, nous disposons ici d'un véritable livre de recettes alchimiques, une sorte de guide pratique utilisé par quelqu'un pour créer des métaux précieux, et ce n'est pas tout. Les autres papyrus de la collection sont tout aussi intrigants. Le papyrus V, par exemple, renferme la recette d'une encre mystique composée de 7 parfums et de 7 fleurs, ainsi que des secrets pour purifier l'or et les noms de 37 plantes secrètes. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est de réaliser à quel point l'alchimie était populaire dans l'Égypte ancienne, ou bien l'Égypte romaine pour être plus précis. Des gens complètement ordinaires se baladaient avec des recettes pour créer de l'or solide en se servant d'ingrédients aussi extraordinaires que le sang de serpent, la queue de rat, la dent de lion et même le sang de dragon. Maintenant, la question est, seriez-vous prêt à essayer l'une de ces anciennes recettes, mais pas sûr de trouver du sang de dragon ou des dents de lion dans l'épicerie du coin? Numéro 8. Les tablettes anciennes. Il y a plus de 2000 ans, un étudiant s'attelait à ses devoirs, et ce, dans un temple de la cité antique de Boursipa. La ville, aujourd'hui en Irak moderne, n'est plus qu'une ruine. Mais au moment où l'étudiant nommé Nabou Kusushu se mettait à ses devoirs, l'Irak n'existait pas encore. Nous sommes en ancienne Mésopotamie et l'étudiant se formait pour devenir brasseur. Chaque jour, ses tâches comprenaient le brassage de la bière utilisée dans les rites religieux, la tenue de registres sur des tablettes d'argile et la préservation d'anciens hymnes. Nabou était à la fois scribe et brasseur, écrivant en cunéiforme, et nous disposons de tous ces détails grâce aux tablettes d'argile retrouvées en Mésopotamie, immortalisant la vie de Nabou. Cette écriture existait déjà depuis 3000 ans, bien plus longtemps que le français ou l'anglais par exemple. Les Sumériens l'avaient inventée pour enregistrer les rations alimentaires et les rations de bière et garantir le paiement des travailleurs. Et au fil du temps, les Sumériens se sont servis de leur écriture pour exprimer des concepts de plus en plus complexes. Ils sont passés de la simple comptabilité alimentaire à la narration d'histoires et à la création de mythes. Cependant, le sumérien est peu à peu tombé en désuétude. La langue akkadienne est devenue la norme et les scribes ont dû traduire la sagesse sumérienne ancienne vers cette nouvelle langue populaire. Et grâce à leur effort, les plus anciennes informations du monde sont demeurées préservées sur des tablettes d'argile. Et parmi ceux qui ont contribué à immortaliser ces connaissances se trouvait notre ami Nabou, un jeune homme qui cherchait sans doute simplement à terminer ses travaux et rentrer chez lui le soir, comme tout le monde d'ailleurs. Assis à l'ombre d'une gigantesque pyramide, appelée ziggurat, il prenait des notes sans imaginer que des milliers d'années plus tard, des personnes les étudieraient avec intérêt et qu'une certaine tête de nœud en parlerait dans une vidéo sur YouTube. Numéro 7. Les revenants romains. Des archéologues travaillant en Turquie ont récemment découvert une manifestation du mysticisme antique
dans l'Empire romain. La plupart des gens savent que nos ancêtres éprouvaient une fascination envers diverses pratiques allant des sortilèges aux rituels ancestraux. Nos ancêtres, c'est-à-dire les peuples du monde antique, des côtes britanniques aux jungles de l'Inde, étaient obsédés par la magie et le mysticisme. Et ce qui a été découvert en Turquie est très étrange, même selon les critères de l'Antiquité. Les chercheurs ont découvert une sépulture à crémation dans la nécropole de Sagalassos, une sépulture qui différait considérablement des autres sépultures du site. Ces découvertes remontent à l'époque romaine, vers le 1er siècle de notre ère. Les restes incinérés d'un inconnu ont été enterrés au lieu d'être placés dans les lieux secondaires, comme c'est normalement le cas. Les Romains incinéraient très souvent leurs cadavres, mais ils conservaient généralement les cendres en lieu sûr dans un bâtiment spécial. Dans ce cas, les restes incinérés ont été enterrés avec des clous tordus. Les cendres humaines étaient entourées de clous, puis scellées sous une couche de briques et de chaux. Les chercheurs pensent que cela faisait partie d'un rituel magique, les clous agissant comme une sorte de barrière. Cette barrière devait permettre à l'esprit de la personne à qui appartenaient les cendres de rester dans l'au-delà. La brique et la chaux agissaient comme une dernière barrière au-dessus, empêchant tout esprit errant agité de s'échapper des cendres et de faire des ravages dans la société. Quelle que soit la personne qui a reçu la sépulture, elle a dû être considérée comme un sorcier, un nécromancien ou un magicien très puissant par la communauté. Numéro 6. Le tapis de Pazyryk. Dans les montagnes froides des solitaires de l'Altaï, en Sibérie, un incroyable morceau d'histoire a été découvert en 1948. Juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, des archéologues ont trouvé la tombe d'un prince à 1600 mètres au-dessus du niveau de la mer. À l'intérieur de la tombe se trouvait un tapis tissé à la main, actuellement le plus ancien tapis existant. Il s'agit du tapis de Pazyryk et les tests au radiocarbone ont montré qu'il avait environ 2500 ans. C'était un événement considérable à l'époque. Mais si ce tapis est le plus ancien que nous ayons, il est presque certain que ces techniques de tissage existaient déjà des milliers d'années auparavant. Les chercheurs ont estimé qu'il y a 4000 ans, en Russie, les habitants maîtrisaient déjà l'art du tissage des tapis. Ce tapis particulier a dû être un bien précieux pour le prince enterré dans les montagnes. Il a été découvert avec de nombreux autres trésors, bien que la plupart d'entre eux aient été pillés il y a bien longtemps. Au sommet de la tombe, il y avait un trou qui avait probablement été creusé par les pilleurs, et ils n'ont d'ailleurs jamais pris la peine de recouvrir le trou, et le tapis a donc été retrouvé gelé dans la glace. C'est d'ailleurs cette couche de glace qui a protégé le tapis pendant des siècles, le préservant pour la prospérité. Merci aux pilleurs. Et le tapis, qui ne peut pas voler, soit dit en passant, est actuellement conservé au musée de l'Ermitage en Russie. Bon, je ne pense pas qu'on puisse le visiter de sitôt, mais il y a tout de même de superbes photos en ligne. Numéro 5. La tombe des crânes immergés. Des archéologues suédois ont découvert une mystérieuse et inquiétante sépulture immergée, à l'intérieur de laquelle se trouvaient des têtes empalées sur des pieux. Les spécialistes ont découvert une sépulture datant de 8000 ans, remplie de crânes humains malmenés, et 2 d'entre eux étaient transpercés par des pieux en bois, et personne n'a la moindre idée de ce que cela signifiait. À l'âge de pierre, lorsque la tombe a été créée, le cimetière était situé au fond d'un lac. Cela signifie que ces crânes ont été empalés et placés sous l'eau volontairement. Ensuite, 11 adultes ont été jetés sur la tombe. Ils n'ont même pas été enterrés, mais leurs cadavres ont été empilés sur la tombe et probablement lestés de pierre. Seul un des 11 adultes avait encore sa mâchoire intacte. Et les choses deviennent encore plus étranges. La sépulture contenait des mâchoires, non pas d'humains, mais d'animaux, ainsi que des bras et des jambes de créatures de la forêt. Et tous les bras et les jambes provenaient du côté droit du corps exclusivement. Et selon le directeur des fouilles, Frédéric Algren, la sépulture est un exemple de rite très complexe et structuré. Les scientifiques espèrent déchiffrer la signification de ce rite très étrange, mais pour l'instant, ils ne peuvent que se gratter la tête avec perplexité. La situation est la suivante. Il s'agissait de chasseurs-cueilleurs et ces premiers hommes n'avaient pas accès à l'agriculture et n'avaient jamais vu de ville auparavant. Pourtant, ils pratiquaient des rites funéraires incroyablement compliqués à des fins totalement inconnues. C'est de loin l'un des sites funéraires les plus étranges jamais découverts.
Numéro 5. Les brochettes humaines. Jules César est l'un des seuls empereurs romains à avoir écrit un livre sur ses exploits et ses réalisations en tant que guerrier et empereur qui était aussi une sorte d'autobiographie. Il a écrit commentaires sur la guerre des Gaules en latin Commentari de Bello Gallico en 7 livres où Jules César raconte sa victorieuse guerre des Gaules en expliquant à tout le monde à quel point il était intelligent. Et dans son livre, César décrit l'invention d'une arme de guerre très brutale. Il s'agissait d'une sorte de brochette humaine, une fortification qu'il utilisait pour empaler ses ennemis. Et très récemment, des archéologues en ont enfin trouvé une pour la toute première fois. Et pendant des années, les historiens ont débattu de l'authenticité de cette arme barbare. Mais nous disposons maintenant de la preuve que César l'a vraiment inventée. Quelle était donc cette arme? Il s'agissait d'une sorte de barricade. César a demandé à ses soldats de couper et d'aiguiser des centaines de branches d'arbres, puis de les enfoncer dans des tranchées et de les recouvrir de branches. Le but était de permettre aux assaillants de courir sur les pics cachés, puis de s'empaler sur les branches aiguisées. Il s'agissait d'une sorte de piège, et d'un piège très féroce de surcroît. Et dans son livre, César affirme qu'il plaçait ces pièges tout autour de son camp pour que la nuit, les assaillants se retrouvent empalés. Les archéologues ont finalement trouvé les restes d'une de ces broches humaines à Bad Ems, un ancien site romain en Allemagne actuelle. Des étudiants passaient le site au peigne fin lorsqu'ils ont trouvé les traces d'une défense à pointe enfoncée. Pas sûr que les pointes vieilles de 2000 ans soient encore très aiguisées, mais ils ont quand même eu de la chance de ne pas s'empaler dessus. Numéro 4. Chirurgie cérébrale ancienne. Il y a 3000 ans, dans la cité antique de Tel Megiddo, quelqu'un a pratiqué une opération du cerveau. Des chercheurs ont découvert ce qui pourrait être la plus ancienne opération de chirurgie crânienne jamais pratiquée au Moyen-Orient. L'opération s'est déroulée à l'âge de bronze en Israël. Un médecin a pratiqué une trépanation crânienne sur son patient en perçant un trou dans le crâne du patient afin de soulager la pression accumulée à la suite d'un traumatisme crânien. Et le médecin a réalisé cette opération sans aucun équipement médical moderne, utilisant essentiellement des pierres pointues pour percer le crâne de la personne. Ce n'est d'ailleurs pas la première preuve de chirurgie cérébrale dans le monde antique. Les scientifiques ont trouvé des preuves similaires en Amérique du Sud, en Afrique et dans toute l'Europe. Et pour une raison très étrange, les sociétés anciennes étaient obsédées par la chirurgie du cerveau. Selon la scientifique Rachel Kalischer, la trépanation était une intervention chirurgicale universelle répandue dans le monde entier pendant des milliers d'années. Mais cette nouvelle découverte s'accompagne d'une tragédie. En 2016, des archéologues ont découvert les sépultures jumelles d'une paire de frères qui vivaient à Tel Megiddo. Le frère aîné présentait des signes évidents de chirurgie crânienne. Un grand morceau carré de crâne avait été enlevé à l'aide d'un instrument inconnu. Il semble que l'homme n'ait pas vécu très longtemps après l'ablation du morceau de crâne. Les chercheurs ont suggéré que les frères n'avaient pas assez d'argent pour poursuivre le traitement et que l'un d'entre eux est mort, puis le second. Ils ont ensuite été enterrés ensemble, mais on ne sait pas combien de temps le second frère a vécu après la mort du premier. Numéro 3. La puissante reine Wari. Sur le site archéologique captivant d'El Castillo de Huarmey, au Pérou, en 2012, une découverte extraordinaire a été faite. Les restes d'une ancienne reine ont été dévoilés à l'intérieur d'un mausolée pyramidal. Cette tombe est véritablement l'une des plus fabuleuses jamais trouvées en Amérique du Sud. Elle renfermait les précieux vestiges de 58 femmes nobles dans le corps de la reine elle-même. Et selon le National Geographic, ces femmes appartenaient à la civilisation Wari. Les Wari régnaient sur de vastes régions du Pérou entre 700 et 1000 après Jésus-Christ, bien avant l'ascension des Incas. Imaginez, il y a environ 1200 ans, cette reine puissante dirigeait l'un des plus grands empires de l'histoire de l'Amérique du Sud. Et grâce à l'incroyable travail de l'artiste médico-légal Oscar Nilsson, nous avons désormais la possibilité de contempler le visage de cette reine avec une précision sans précédent. À partir de son crâne, Oscar a utilisé un scanner pour créer un modèle virtuel en 3D et ensuite, en s'appuyant sur son expertise médico-légale, il a ajouté les traits du visage, la chair et les tissus manquants. Mais ce qui est fascinant, c'est que malgré les 60 années qu'elle avait vécues,
La reconstitution finale ne montre pas une femme vieillissante ou flétrie. Au contraire, nous avons devant nous le visage d'une femme très puissante, digne de son rôle de dirigeante de l'un des plus grands empires d'Amérique du Sud. Cependant, il y a un mystère qui subsiste. Nous ignorons tout de cette reine. Son nom, sa vie, les exploits de son règne, tout cela nous échappe. Mais grâce à cette reconstitution précise, nous pouvons désormais voir avec exactitude à quoi elle ressemblait. Numéro 2, la robe de Tarkan. Et voici l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire de la mode et de l'homme. La fameuse robe de Tarkan. Imaginez un vêtement en lin datant de 5000 ans, préservé jusqu'à nos jours. Incroyable, n'est-ce pas? Tout a commencé en 1913, lorsqu'un groupe d'archéologues a fait une découverte extraordinaire dans le cimetière de Tarkan, tout près du Caire, en Égypte. Ils ont mis au jour une robe de lin vieille de plusieurs millénaires, mais à cette époque, personne ne réalisait l'importance de ces trouvailles. Pendant plus d'un siècle, cette robe a été conservée précieusement à l'Université College de Londres, restant un mystère pour le monde. Ce n'est qu'en 1977 que les chercheurs ont commencé à s'y intéresser très sérieusement, et ce, dans le cadre d'un projet sur les tissus funéraires. Et c'est là que les choses ont commencé à devenir très passionnantes. La robe de Tarkan est désormais considérée comme le plus ancien vêtement féminin connu à ce jour. Elle a survécu miraculeusement à travers des millénaires, conservant une grande partie de son intégrité. Sa fabrication en lin, tissée à la main, témoigne du savoir-faire et de l'artisanat exceptionnel de l'époque. Mais voici le plus intrigant. Nous ne savons presque rien de cette robe et de la femme ou des femmes qui l'ont portée. Était-ce un simple vêtement du quotidien porté par une jeune femme ou était-ce une pièce spéciale utilisée lors de cérémonies ou d'occasions particulières? Les réponses à ces questions se perdent dans les brumes du temps, mais en observant attentivement la robe de Tarkan, nous pouvons distinguer des signes d'usure suggérant qu'elle a été portée à de nombreuses reprises. Cela nous laisse imaginer les histoires qu'il pourrait nous raconter si elle pouvait parler. Numéro 1, le Palais des Rois. En 2022, une découverte incroyable a été annoncée, tellement incroyable que certains les ont accusés de l'avoir inventé. Au sud de l'Irak, le Palais des Rois, longtemps perdu, a été enfin identifié. Ce palais très ancien, révélé lors des fouilles à Tello, une ville moderne, était jadis situé au-dessus de la cité sumérienne de Girsu il y a 4500 ans. Ce temple était l'un des lieux les plus prestigieux du monde civilisé. Sous la direction du British Museum, l'équipe d'archéologues connaissait déjà l'existence de ce temple grâce à plus de 200 tablettes cunéiformes découvertes sur un site administratif abandonné. Ces tablettes, similaires à celles dont je vous avais parlé avec Naboo, le brasseur, contenaient toutes les informations sur la vie de la cité. Ces écrits mentionnaient un temple grandiose et puissant où le dieu de l'agriculture, Ningirsu, était adoré. Mais pourtant, personne ne croyait que les vestiges de ce temple seraient jamais retrouvés. On les qualifiait de perte de temps et d'argent. Mais l'équipe a réussi à prouver le contraire. Ils ont mis au jour les murs et les fondations en briques de Pizé endommagées et délabrées de la structure. Et ce temple avait été construit pour dominer l'une des premières villes connues de l'histoire de l'humanité. Les Sumériens ont émergé en tant que civilisation il y a environ 6000 ans, et c'est il y a environ 5500 ans qu'ils ont inventé l'écriture. Et c'est à peu près à cette époque que la ville de Girsu a été construite, suivie de la construction du temple. Et Timothy Potts du Getty Museum considère cette ville comme l'un des sites patrimoniaux les plus importants de la planète. Malheureusement, il ne reste que peu de choses à découvrir à l'intérieur du temple. Surtout, après tant de millénaires, l'endroit a été pillé de manière extensive et il ne reste que les fondations presque réduites à l'état de poussière. Et ce qui a été découvert dans ce volcan a choqué les scientifiques. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.